Tout le monde est bon, les élèves? Vous êtes posés? Ok. Du coup, je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Nicolas. Je suis co-driver du wagon à Nantes et à Rennes. Donc le driver, c'est quelqu'un qui mène la barque, mène le wagon dans une ville. Et en fait, je bosse avec deux autres personnes. Je suis en charge des événements et des partenariats. Et alors, je vous dis ça surtout parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est les deux. Aujourd'hui, on fait un talk pour nos élèves, mais pas que. Il y a des gens en ligne sur Zoom. Et c'est en partenariat avec la cantine. On ne voit pas le logo là, donc ça ne sert à rien de le pointer du doigt. Avec la cantine, et on fait venir Quentin Georget de Bicast. Je vais le laisser présenter et sa boîte et ce qu'il fait, parce qu'il le fera sûrement mieux que moi. Voilà, ça va durer à peu près 1 heure. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais nous on crève la dalle. Et tout le monde est en train de manger devant nous pour ceux qui sont sur Zoom. Les participants ont pas le son. Ah, les participants n'ont pas le son. Ah bah, Putain. c'est pas mal. Attends. Ah oui, bah oui, unmute. Là c'est bon ou pas? Ça a l'air? C'est bon. C'est bon, cool. C'est génial. Du coup, il faut que je refasse l'intro, on est bon. On invite Quentin de Bicast. On crève la dalle, du coup, ça va être très rapide. Et, et je vais le laisser présenter et sa boîte et ce qu'il fait aussi au sein de sa boîte. Le but, c'est de prendre un maximum de questions. Donc là, vous avez un entrepreneur qui est aussi un techos à la base. Donc c'est hyper intéressant pour les gens du wagon. Vous avez des questions au milieu de ces deux disons, responsabilités-là dans une boîte. C'est hyper intéressant. Ok, donc profitez-en. Je crois que c'est la première fois que tu fais un truc comme ça en plus, non? Oh non. Non. À la cantine peut-être? À la cantine, ouais. Okay. On a une exclue de ouf. Du coup, ouais, profitez-en. Moi, je poserai des questions quand il y aura des temps morts et tout, parce que j'ai plein de questions à lui poser aussi. Mais voilà. Et pour finir l'intro, pourquoi le talk s'appelle Entrepreneuriat No Bullshit, qui est un titre un peu bizarre. C'est parce que Quentin, on s'est rencontrés sur un startup weekend qui s'appelle Cocotte, qui est organisé par la cantine, qui a été organisé l'année dernière. Et c'est un des mecs les plus terre à terre de l'entrepreneuriat que j'ai vu. Genre, il fait des trucs, il ship, et il en parle sans fioriture. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et j'ai hâte de voir un peu quelles questions vous allez lui poser et quelles réponses il va apporter. Voilà, à toi l'honneur. Merci Nicolas pour l'invite et pour le petit coup de pression en passant à la fin. Donc pour présenter Bicast rapidement, du coup nous on a une solution en fait de présentation interactive. L'idée de Bicast c'est vraiment de permettre, typiquement on aurait pu s'en servir là, lors d'un talk, une conf ou même une réunion, d'engager vraiment les participants. Pour récupérer un maximum de feedback, mais aussi pour pouvoir co-brainstormer, que ça soit en fait indépendant du temps, parce qu'on a des possibilités de faire des sessions de manière asynchrone, ou de l'espace en remote, puisqu'on est intégré avec Zoom par exemple. Petit coup d'autopromo dessus. Du coup, nous, on a fondé Bicast en 2015, début 2015, donc ça fait 5 ans qu'on existe. Maintenant, on est en gros une 50aine de collaborateurs entre Paris et Nantes. On a à peu près 2000 comptes clients, alors ça va du très grand compte avec Google, Microsoft, du Crédit Agricole, à du tout petit compte individuel, du formateur, etc., qui va utiliser Bicast pour rendre ses formations plus impactantes. Moi, mon job dans la boîte, du coup, je suis un des 2 cofondateurs avec mon associé qui s'appelle Yacine Chabli, qui lui est à Paris. Et du coup, au début, j'étais plutôt CTO, enfin vraiment le côté produit CTO, donc technique, c'est pour ça que Nicolas disait que je suis aussi techos. Et maintenant, j'ai plutôt un cap, je veux dire, direction générale, direction des opérations sur les grands projets de transfo de la boîte et différentes choses. Sur nos grandes milestones, peut-être, on a fait 2 levées de fonds, une première du coup à 2,7 millions qu'on a fait en juin 2016, donc assez rapidement
notre création, et on a levé à nouveau en juin de l'année dernière 4,5 millions pour continuer notre accélération et notre croissance. Voilà, globalement, pour présenter l'entreprise. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà des questions, que ce soit en ligne ou dans l'audience? J'ai une question. Ah, voilà. Tu parles de levée de fonds. Oui. Donc au démarrage, tu as fait une levée de fonds déjà. Qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir aller chercher justement du financement? Et aussi vite aussi. Une belle traction. Avec mon associé, on a une devise, c'est fake it until you make it. En gros, on a sorti très très vite en fait un MVP qu'on a vendu. En fait, réellement, on a commencé à développer en décembre 2016. En fait, on avait une première version en février 2015. On a créé la boîte et on a fait une première vente. Puis en fait, on a enchaîné une deuxième, une troisième. Et en fait, je ne sais pas dans quel chiffre on peut dire, mais en gros, les 10 premiers mois de création de la boîte, on a fait quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en fait. D'ailleurs, c'était même un problème en fait sur la première levée de fonds parce qu'en fait, on était plus que rentable. Et sauf que les fonds qui investissent, ils ont plutôt tendance à investir dans des structures qui ont besoin de financement. Et donc, on a dû jouer un petit peu d'écriture comptable pour que ça fonctionne. Mais du coup, ce qui nous a permis de lever, oui, c'était ça. Sachant que, en fait, au début de Bicast, la toute première idée en fait, de Bicast, c'était de faire un micro digital. En gros, l'idée, c'est quand tu as une conf, à la fin, il y a toujours la série de questions. Bon, là, il n'y a que des questions. Mais, et en fait, il y a quelqu'un qui passe dans les allées avec un micro. Et en fait, on a voulu digitaliser ça. C'est en gros, tu prenais ton smartphone, tu disais « j'ai une question », tu appuyais sur un bouton. Quand c'était à ton tour de parler, tu parlais dans le smartphone et ça sortait dans les enceintes de la salle. C'était super cool, on a eu plein de promos et tout, mais en fait, on n'a jamais rien vendu, parce que en fait, pas de plus-value. Pourquoi tu voudrais acheter ça alors qu'en fait, passer un micro, en soi, ça coûte pas grand-chose, quoi. Et en fait, on a transformé le truc en fait en mode, on peut poser des questions en ligne sur l'appli, et comme ça, en fait, tout le long de la conf, et puis un peu là, comme on fait avec Zoom. Et en fait, le petit truc qui a fait le déclencher, c'est que tu pouvais poser des questions de manière anonyme. Et en fait, quelqu'un qui n'a pas forcément, on va dire, pas le courage, mais en tout cas, qui est timide et en fait, qui n'ose pas prendre le micro et poser une question sur une conf, en fait, là, il pouvait le faire, quoi. Et en fait, c'est ça qui a lancé le truc. Et puis en fait, donc du coup, au début, on était très orienté événementiel. Donc du coup, la problématique était simple, hein. Tu mets 200 personnes dans une salle, tu éteins la lumière, tu montes un peu le chauffage, tu mets un présentateur qui est moyen à l'aise, tu attends 15 minutes et en général, tu as perdu 80% de l'audience, quoi. Et donc du coup, l'idée de Bicast, c'était de reprendre cet engagement-là, en fait, et c'est comme ça qu'on a développé les choses, quoi. Et en fait, assez rapidement, les gens nous ont dit « Ah, c'est cool, les gens peuvent poser des questions dans la salle. Ah, mais ce qui serait bien, c'est de pouvoir liker les messages pour savoir quelles sont les questions qui sont plus intéressantes. Ah, j'aimerais pouvoir commenter pour pouvoir répondre. Ah, ça serait cool que moi, en tant que présentateur, je puisse poser une question à la salle. » Donc du coup, on a créé le sondage. Ah, ça serait cool que je puisse faire ça, etc., etc. Et en fait, on a toujours travaillé dans ce mode-là. Et pour répondre en partie à ta question, en fait, de comment on a levé, en fait, très vite, on faisait les choses, on les développait et on les vendait, quoi. Et en fait, du coup, on avait une belle traction dès le début. Et je rebondis là-dessus parce que du coup, je pense que c'est important aussi pour une levée de fonds. C'est ton modèle économique de départ, je dirais. Ton modèle économique de départ. Comment tu l'as... je comprends là comment tu as converti les choses pour que justement ça attire. Mais comment tu proposais en fait en gros, est-ce que c'était un abonnement? Est-ce que c'était quelque chose à l'année? Est-ce que c'était à l'event? Est-ce que c'était... Ouais, c'est très intéressant. Au tout début, en fait, alors nous on est du SaaS, hein, donc c'est vraiment de la vente logicielle à l'utilisateur, pour le service. Effectivement, au début, on était sur l'événementiel, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Enfin, on en fait toujours parce que historiquement, mais c'est plus du tout notre cible et notre façon de faire sur l'appli. Et en fait, du coup, on vendait au nombre de participants, quoi. En gros, tu avais X participants dans la salle, ça coûtait tant. Ça, c'était ton premier business model. Ouais. Okay. Et en fait, justement, du coup, du one-shot. Et en fait, on a fait la première levée de fonds. Et en fait, c'est là où on s'est posé en fait, un double problème. Donc le premier, c'est que le marché de l'événementiel, ça reste quand même un marché restreint en termes de taille.
Et le deuxième, c'était, nous, notre objectif sur la boîte, ça a toujours été de faire grossir la boîte au maximum, de la valoriser au maximum. Et c'est que le one-shot, en fait, ça se valorise assez peu. Et donc, du coup, c'est là où on est passé sur des modèles de récurrence avec de l'abonnement. Et là, du coup, nous, là, actuellement, on fait de l'abonnement, effectivement, par utilisateur sur 12 mois. Ok. Et c'est les utilisateurs du compte qui peuvent inviter autant de participants à un événement qu'ils veulent. C'est ça. Là, c'est un peu de teasing sur le futur et d'exclusivité. Actuellement, effectivement, c'est l'animateur qui paye une licence et sa licence, en fait, lui permet d'inviter un certain nombre de participants. Vraiment sur le modèle du web conferencing. Quand tu achètes une licence Zoom, tu peux avoir 50 personnes, 100 personnes. Et justement, on va basculer en fait tout doucement dans un modèle où on va facturer à l'utilisateur parce que maintenant, on a de plus en plus de gens. En fait, quand tu as un participant, il est participant et animateur. Et donc, en fait, il fait aussi de l'animation. Donc, en fait, le modèle de licensing est plus trop adapté par rapport à notre marché actuel. D'accord. Moi, je voulais revenir sur un truc. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant? Non? Ça va? Je voulais revenir sur un truc. Tu as parlé de ce moment où vous vous êtes rendu compte que anonymiser les questions, ça faisait monter votre courbe, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Ouais. en termes d'adoption du produit et d'enthousiasme. Est-ce que vous en êtes rendu compte par vous-même ou est-ce que, comment ça s'est passé ce moment de découverte? Parce qu'on parle souvent dans la vie d'un produit à ses débuts, il y a une espèce de vérité un peu qu'on trouve ou qui nous arrive sur la tête et soit tu l'embrasses et tu as de la croissance, soit tu passes à côté parce que tu n'as pas vu le truc. Comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là? Un peu plus en détail, si tu as des souvenirs. Alors, ça remonte, mais remonter client. Remonter client. Remonter client. Enfin, honnêtement, on n'a jamais été, on va dire, trop visionnaire dans l'appli en disant « Ah, c'est ça, on voit bien le truc » ou « Nous est tombé dessus ». On a toujours été un peu mécanique, quoi. Dans notre approche, c'est, voilà, tu fais une vente, ton client, tu lui dis « Qu'est-ce que tu aimerais de plus ?» Tu comptes le nombre de personnes, enfin... Quand tu fais ta roadmap, c'est facile, hein, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher et qu'est-ce qui rapporte le plus, et puis c'est ça qu'on faisait, quoi. Et de manière très mécanique, et donc effectivement, on avait fait une première proposition, au début, la première version de Bicast, typiquement, là maintenant c'est temps réel, les gens posent la question, ça apparaît tout seul, mais en fait au début tu avais un gros bouton rafraîchir. Bon voilà, t'as Google qui nous a dit, elle est cool votre appli, mais quand même c'est pas très moderne, et j'aimerais bien le temps réel. Bon on a mis en place le temps réel pour pouvoir faire la vente à Google, quoi. Et donc voilà. Ça marche bien parce que vous aviez des clients B2B en face de vous ou comment dire? J'ai du mal à conceptualiser ce genre de fonctionnement, avancer en fonction des feedbacks clients comme ça, sur du B2C. Est-ce que tu vois une diff, toi, par rapport à ton business ou... Alors, j'ai jamais fait de B2C, donc en fait, c'est compliqué de répondre. Après, je pense que, même dans le B2C, tu as des grosses communautés, alors soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers un site communautaire spécifique où tu peux récupérer ce feedback-là. Mais en tout cas, je pense que c'est super important d'écouter à mort tes clients et surtout tes premiers clients, en fait. Parce que c'est ceux avec qui tu as tissé un peu plus et tu as construit le truc, quoi. Donc, et en fin de compte, les clients sont super ouverts à donner beaucoup de feedback et beaucoup de retours, quoi. Et t'as pas eu ce problème-là, du coup, de devoir trier les trucs, comme tu disais, la roadmap, ce qui coûte le plus cher, ce qui va rapporter le plus d'argent et qui coûte le moins cher. Comment tu faisais pour évaluer ces trucs-là? C'est plus un problème maintenant, en fait, j'ai envie de dire. Au début, ces clients, on les compte un peu sur les doigts d'une main, hein, donc du coup, c'est facile, en fait. Là, maintenant, on a un site, nous, qui s'appelle community.bicast.com, où nos clients, on les invite à aller dessus, on met des propositions de features, ils peuvent voter, en fait, sur les propositions de features. Vous avez structuré un peu plus le truc. Voilà, après, effectivement, c'est sûr qu'on a un backlog qui nous permettrait de tenir sur les 50 prochaines années, mais... Est-ce que tu as vraiment une boîte si tu n'as pas un backlog de 50 ans? Mais voilà, mais ça c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Après, effectivement, de temps en temps, tu fais des hypothèses. Tu n'as pas le choix, mais parce que le client te remonte à un besoin, mais qui est souvent exprimé sous forme de solution. Il faut réussir à rechoper le besoin qui est en dessous et ensuite de proposer une solution et qui n'est pas forcément celle qui, lui, il attendait, quoi. Tu as une idée? Tu pourrais nous donner un exemple pas trop complexe d'un cas où ça t'est arrivé? Ouais, où on s'est planté. Par exemple. Ouais, aussi, pourquoi pas. En fait, un gars, il y a plusieurs clients qui nous disaient « Ouais, c'est cool quand je fais une réunion, etc. Mais à la fin, j'aimerais pouvoir évaluer ce que les participants ont pensé de la réunion. »
Et du coup, nous, on a fait un système de notation entre 0 et 5 étoiles. En fait, c'est ce qu'il nous disait. Il disait, voilà, je peux mettre une note entre 0 et 5 et ça. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'il voulait. En fait, ce qu'il voulait, c'est on avait une option formulaire. C'était de rajouter en fait cette notion de notation dans le formulaire et pas juste de faire une notation à la fin. À côté, ouais. Et du coup, on a développé le truc, on lui a montré, il fait ouais, mais c'est pas ça que je veux. Bah, Vous avez pris combien de temps à faire ça? Ça vous a coûté cher ou... Non, ça nous a pas coûté très très cher Ok. dessus. Puis après, comme je disais au début, sur les fonctionnalités, on est très fake it until you make it, je t'en avais parlé Oui. dessus. Bon, Un exemple de choses qu'on a fait avec l'événementiel, c'est que le sondage, donc tu peux sonder la salle sur quelque chose. Ce que les gens demandaient, c'était ah, ça serait cool parce que on était en 2015, tout le monde n'était pas encore full équipé de smartphone ou d'internet, c'est que je puisse voter par SMS. Et du coup, nous, on dit chouette, ok, pourquoi pas. Et en fait, on l'a testé sur un événement, et en fait, le numéro de SMS était le téléphone de mon associé. Et les gens envoyaient un ou deux par SMS, et puis mon associé, il appuyait sur les boutons pour pouvoir faire le vote, quoi. c'est pour cette raison que j'ai appelé ce Et- talk entrepreneur de bullshit. Genre, Non, mais en fait, on l'a vendu. Je pense qu'il y a prescription, puis je pense que nos clients ne regardent pas, ils ne savent pas, mais... ça a bien fonctionné? Ça a très bien fonctionné et on l'a vendu et puis du coup ça nous a permis de le développer, quoi. Mais c'est pareil, on a une autre animation, ça fait un selfie wall. Donc du coup l'idée c'est tout le monde peut se prendre en photo en fait dans la salle, les images en fait apparaissent à l'écran et à la fin quand on clôture ça crée une mosaïque, en fait ça recrée le logo de l'entreprise, enfin ou peu importe l'image qui est faite avec toutes les personnes et donc du coup grâce à nous, grâce à tous ensemble on constitue je sais pas quoi l'entreprise, quoi. Et effectivement non mais c'est une de nos features très utilisées, Ok. surtout en partie icebreaker en fait. Ouais. Ça marche super bien. Et en fait, la première version, en fait, les gens, quand ils envoyaient les photos, en fait, ça nous shootait un mail avec la photo. Avec mon associé, on récupérait les photos, on avait Photoshop à côté, tac, 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 on faisait le truc. Quand le mec il faisait clôturer, on avait un petit loader qui faisait processing. En fait, c'était surtout, on était en train de faire le truc, quoi. Et après, on shootait l'image dans l'appli et paf, ça affichait, quoi. Et donc, ça faisait super digital, super numérique, hyper innovateur. Avec des gens en arrière-salle qui font des trucs. Ouais, mais ça marchait bien. Bah ouais, tu En plus, m'étonnes. comme c'était 3D Max, je sais plus quoi, on avait créé une animation. C'était beau. Non, mais voilà. Puis ça, on l'a vendu plusieurs fois, puis après, on l'a développé. Ouais, donc en fait, vous l'avez prévendu manuellement, quoi, sans forcément beaucoup de tech. Non, mais c'est du MVP. Et vous l'avez Oh. gardé, cette approche-là, pour les nouvelles features que vous Ouais, développiez, quoi. après, il y a certaines choses, tu peux pas faire autrement que le développer. Mais il y a plein de trucs, en fin de compte, où on n'est pas obligé d'avoir la fonctionnalité aboutie, terminée, etc. pour en fait commencer à la vendre, enfin à shipper et du coup avoir du feedback. Et du coup, quand tu la développes, tu la fais direct avec le feedback et nickel, quoi. Moi, je trouve ça chouette d'avoir réussi à garder cet état d'esprit malgré le fait que tu aies une team de dev, que tu aies une équipe plus grosse, que tu aies du financement, que vous soyez à une autre étape de la vie de votre boîte. Parce que c'est pas évident de se dire, ouais, de toute façon, j'ai des devs, donc on peut y aller, on avance sur le sujet déjà côté tech, et c'est pas grave, tu vois, si on l'a pas prévendu en mode fake it until you make it. Je trouve ça assez chouette. Bon, après, c'est vrai que maintenant, c'est plus compliqué, enfin, en tout cas, sur ce qu'on fait, mais par rapport au début, ça, c'est sûr que ça nous a permis d'avancer très vite, quoi. Parce que du coup, on avait tout de suite le feedback, donc en fait, ce qu'on développait était tout de suite pertinent, en fait. Ouais, ouais. Vous avez pas de phase de validation a posteriori, quoi. Le côté où j'ai passé 6 mois de dev sur le truc et le client, il dit, non, Ouais. c'est pas ça que je veux. Bon, je recommence. Et vous aviez expliqué toute cette approche-là à vos investisseurs aussi, au moment de lever, pour rebondir sur les premières questions? Ou c'était pas un truc qui vous avait... Non, aux invests, on leur a dit qu'on avait la meilleure solution au monde développée avec une côté technologique énorme et qu'on était scalable à l'infini. D'accord, ok. Alors que la veille, on prenait de vendre un événement à 500 personnes qui avaient fondé la plateforme. Mais voilà, non, ça c'est sûr qu'on l'a pas expliqué. Ouais, ok. C'est Pas pas vendu un truc comme que ça. tu peux vendre au VC pour lever, quoi. Après, l'approche en mode, c'est pas j'ai une vision, mais entre guillemets, c'est vraiment le retour client, ça si tu vends. Mais après, le côté bricolage, moins. Ok. Est-ce qu'on a des questions
Moi, sur Zoom, j'ai rien. Comment t'es allé chercher tes premiers clients vraiment parce que souvent, c'est ça le point de départ, en fait. Comme tu le dis, tu vois, ça t'a permis de développer des fonctionnalités. Et c'est pour ça que tes premiers clients sont très importants, parce qu'ils quand même, ils te donnent une trajectoire quand même après sur le futur, un petit peu, plus ou moins. Hein. Mais tes 2 ou 3 premiers clients, tu vois, comment t'es allé les chercher au tout démarrage? Alors là, c'est moins moi qui pourrais répondre, parce que c'est plutôt mon associé qui s'occupe de la partie business. Mais concrètement, au culot et démarchage. Ouais. C'était pas des gens que vous connaissiez a priori. Non, Vraiment pas du tout. cold phoning, cold emailing, bonjour, C'est ça. j'ai une soluce quoi. Non, mais là, c'est plus mon associé qui pourrait détailler, Ouais, mais beaucoup, j'y vais. Ok. Et du coup, à quel moment, parce que vous étiez que 2 au départ, c'est ça, hein? Ouais. Vous étiez 2 au départ, et à quel moment tu t'es dit, c'est bon, là, on a assez de fonds pour nous dire, bah, on intègre peut-être une équipe, une personne ou 2 personnes, pour pouvoir développer des fonctionnalités, et plus être sur la partie, on va dire, je parle comme ça, mais business, quoi, entre guillemets, quoi, parce que c'est un peu ça. En fait, je pense pas qu'il y a un moment où on se l'ait dit, c'est juste un moment où on s'est dit, ok, là, on dort plus. On a besoin de quelqu'un, en fait. Mais ça a plutôt été toujours cette démarche-là chez Bicast. On n'a jamais rarement... Enfin, je pense que c'était bien et pas bien. On a toujours été en mode genre, ok, c'est quand vraiment on craque qu'on embauche la compétence, quoi. Donc en fait, c'était bien parce que du coup, on avait toujours une équipe qui était staffée pile poil. Enfin, on n'avait pas de personnes qui surstaff. de surstaff. Et donc du coup, on gérait vraiment la boîte à l'euro près, quoi. C'était pas bien parce que sur certains points, parce que je pense que des fois, ça nous a ralenti. Parce que mine de rien, un recrutement, c'est au moins 3 mois pour trouver, 3 mois pour qu'il arrive, 3 mois pour qu'il onboard. Enfin, moi, je considère que c'est au moins 9 mois en fait, pour que ça devienne rentable. Donc en fait, quand tu craques sous l'eau, en fait, ça va payer que dans 9 mois, quoi. Donc du coup, il te reste encore un peu de temps à vivre Sous l'eau. sous l'eau. Avec Et des branches. pourquoi t'es pas allé chercher du freelance à ce moment-là? Peut-être que ça t'aurait permis de peut-être t'extirper d'une problématique. C'était quoi votre première embauche, juste pour donner un peu de contexte autour de ça aussi? Première embauche, un commercial. Hmm. Commercial, c'est là où on a recruté le plus au début. Avec tech aussi. Alors en fait, notre vision avec Yacine, c'est de dire, nous, notre cœur de métier, c'est de faire du logiciel. Enfin, notre job, c'est de faire du logiciel, du SaaS. Et on pense que externaliser son cœur de métier, c'est stupide. Parce que tu perds de la connaissance et du savoir-faire. Et donc, du coup, effectivement, autant on a des freelances qui bossent, qui ont bossé pour le marketing, qui ont bossé sur le commercial, pour aller faire l'acquisition, etc. Autant sur la partie pure tech, comme c'est notre cœur de métier, on n'a jamais pris en fait de freelance et en fait c'est pas l'optique, quoi. Parce qu'on veut vraiment garder en fait notre connaissance et notre savoir-faire. Parce que quand on freelance et qu'il est parti et que ça crache, Ouais, bien sûr. Tu as besoin de maîtriser en fait Ouais, le cœur de ton métier, quoi. exactement. Ouais. Ok. Et, mais bon, après, ça a été assez vite parce que au début, je pense qu'on a fait comme beaucoup, on a pris beaucoup de stagiaires. En fait, tu t'aperçois que ça coûte rien, mais en fait, ça coûte très cher parce que tout ce qui est produit, le coût, il n'est pas dans le salaire, mais il est ailleurs. Donc en fait, assez rapidement, je pense qu'au bout d'1 an de l'entreprise, on avait quasiment plus de stagiaires et on embauchait. On a été assez vite au début parce que, effectivement, en 2015, on était allé 5 avec 2 personnes. En 2016, on était 20. Et c'est monté assez rapidement, quoi. 15, 20. En gros, on a quasiment fait x2, x3 sur les 4 premières années, quoi. Chaque année. Et en termes de fonctionnalité sur le logiciel, en termes de fonctionnalité, tu es à combien de fonctionnalités en gros, tu pourrais nous donner un nombre de fonctionnalités de ton appli Non. Non, mais peut-être les grands pôles du... Je sais pas, on a une vingtaine d'animations, mais en fait, c'est un peu des produits cartésiens parce qu'en fait, dès que tu actives une conf, en fait, par exemple, tu peux faire synchrone, asynchrone. Alors déjà, tu multiplies par 2, puis après, du coup, le côté, c'est soit quand tu es en asynchrone, c'est soit il dévoile, soit en fait, tu vois tout, tu peux faire marche arrière. En fait, actuellement, c'est même presque une souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je disais, c'est au début, on était vraiment sur la partie événementielle.
Puis on a cherché du récurrent, donc on a attaqué à peu près tout ce qui bougeait, donc réunion, formation, la totale. Et donc du coup, le panel de fonctionnalités a suivi avec, quoi. Et donc là, on est plutôt revenir sur un focus justement sur la partie réunion, atelier. Et du coup, on est plutôt dans un mode là à réduire en fait le nombre de fonctionnalités, en tout cas qui s'affichent parce qu'il y en a trop. Faut pas partir tous en gros, faut pas partir tous azimuts parce que tu perds peut-être le client et en fait, il vaut mieux aller sur des choses qui soient vraiment ciblées pour pouvoir donner de l'appétence en fait à ton appli et qu'elle serve en fait concrètement dans son entièreté, non? En fait, il faut que ton appli elle soit bien adaptée par rapport à le besoin client en fait. Sauf que nous, en fait, le marché a évolué, donc du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de faire évoluer le truc, quoi. Vous êtes obligé de resserrer aussi. Voilà, c'est ça, et de resserrer. Ok. Il y a des questions sur le chat. Alors, Alexis, si tu nous entends, il y a moyen qu'il fallait que tu reformules. Comment revendre le même produit à plusieurs clients? Alors, je ne sais pas ce que c'est censé vouloir dire. En tout cas, nous, on a une approche... Enfin, ce que je peux dire autour de ça, c'est on a une approche SaaS et multitenant. Donc, on a une solution qu'on vend à tout le monde. Après, comment revendre? En fait, c'est le même profil de client pour les mêmes besoins clients, quoi. Après, c'est vrai que nous, notre particularité, c'est qu'on rentre plutôt dans les outils, on va dire. Donc, en fait, on n'est pas spécifique à un métier, mais à une activité, si on peut dire, qui est un peu commune à des tonnes de métiers. Un domaine d'activité, Ok. Alors, comment valoriser ces codes sources anciens ou nouveaux? Je pense que c'est pour rebondir sur la partie internaliser la comp tech. Comment valoriser son code source ancien? Est-ce qu'il y a peut-être une notion d'aide technique quand les nouveaux ils arrivent? En tout cas, on peut saisir ce thread dès le déroulé, vas-y. Je sais pas, nous en tout cas, là, on attaque notre version 6. On a quand même recodé 2 fois from scratch l'appli. Ah ouais. Ce qui n'était pas forcément des bonnes idées à chaque fois, mais en tout cas, on en avait besoin. Et puis, en fait, non, là, j'avoue, je sais pas trop quoi répondre. Alexis, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'infos? On va passer à d'autres questions. Tu as un feedback sympa d'une de nos élèves d'ailleurs qui est en remote. J'ai déjà utilisé Bicast pour organiser des events et des réunions dans mon ancienne boîte. C'est vraiment top votre solution. Merci. Voilà. On se voit à la fin du call pour le chèque. Elle est en remote, donc il faut que tu l'appelles. Le mec perd pas le nord. Tac. Ça, je comprends pas la question, on va passer. Paul, combien de temps a pris la conception et le dev du MVP et quelles étaient les fonctionnalités? Je pense que tu as déjà répondu à ce truc-là au tout début, tu as déjà raconté un peu? Globalement, 1 mois. 1 mois. Putain, ça... oui. Vous aviez faké des parties où tout était déjà dev? Non, parce qu'on a sorti... en fait, le MVP, globalement, c'était 2 fonctionnalités, quoi. Je peux poser une question et c'est tout. Enfin, très simple, quoi. Ok. Ça, je pense que c'est sur ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous resserrez le scope. Comment avez-vous réussi concrètement à vous recentrer? Alors, réussi, on en parle dans 1 an et demi. Ah oui, carrément, 1 an et demi. Non, dans 1 an et demi. Enfin, là, ça commence à payer, mais c'est toujours pareil. En fait, ce qui est bien en tout début, c'est qu'on n'a pas beaucoup de clients, on n'a pas beaucoup de monde, donc en fait, ça permet d'avoir une grande agilité. Effectivement, là, maintenant, on commence à être 50 personnes. Je dirais pas qu'on est un paquebot, mais en tout cas, on a un plus gros bateau. Et puis, on a 2000 clients. Enfin, du coup, effectivement, on zigouille pas une fonctionnalité comme on pouvait le zigouiller avant, le truc, quoi. Donc, effectivement, c'est... Et puis, effectivement, on a plus d'argent aussi, donc on a plus de temps. Donc effectivement, les transitions se font de manière un peu plus lente. Et en fait, comment on a recentré, c'est aussi par rapport à nos besoins, voilà, en termes de marché, ce qu'on analyse et ce qu'on a en retour qui nous permettent le plus pertinent en fait par rapport au futur. Quand tu dis marché, ce sont tes clients actuels ou c'est les clients que vous voulez aller chercher En fait, des clients qu'on a déjà actuellement, parce on n'a jamais fait un bond dans un marché sans le connaître. Enfin, on a toujours, en toute douceur, rentré dedans. Vous aviez un client qui rentrait, voilà, qui n'était pas exactement dans la cible que vous aviez à un instant T. Vous appreniez des trucs sur lui, vous développiez peut-être des features, et puis après, vous essayez de répéter avec d'autres clients du même type. Ce qui nous a drivé, là, c'est nous, ce qu'on souhaitait, c'était une récurrence d'usage. Et effectivement, sur l'événementiel,
en moyenne, j'utilisais une fois par an, au mieux une fois par mois, parce qu'ils faisaient des séminaires. Ok, sur la formation, c'était un peu plus intéressant, mais en fait, il y avait plein d'évolutions petits contractuelles qu'ils nous ont données. Alors que sur la partie réunion atelier, en fait, on avait vraiment quelque chose qui était récurrent et qui pouvait s'ouvrir. Et donc, c'est pour ça qu'on a cherché ça. Et puis, en fait, on a regardé quels sont nos clients qui avaient cet usage-là, qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Et puis, voilà, on a continué à avancer. Donc là, tu es en train de se centrer sur la réunion, sur le côté réunion, tout à fait, ouais. Animation, toutes les semaines, quoi. Atelier, réunion. Ok. Voilà, pour ceux qui font de l'agilité, tout ce qui est sprint planning, rétro, ce genre de choses, dessus, quoi. Ok. Et vous allez couper le reste ou... C'est pas encore. Vous savez pas encore. C'est Ça pas, veut dire potentiellement perdre des clients. Ouais, mais enfin... je sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais... En soi, c'est... Non, mais perdre des clients... ça dépend quel client et pourquoi faire. Si c'est pas des clients qui sont dans la cible, en fait, ils vont nous coûter plus cher que ce qu'ils vont nous apporter, quoi. Donc, non, pour l'instant, c'est pas l'idée de perdre des clients, mais c'est pour ça qu'on sait pas, est-ce que ça sera une Bicast Next-Gen avec une autre solution qui sera totalement orientée, avec un code base qui sera globalement global et juste session. Pour l'instant, on avance. Okay. On itère et on avance dessus. Ici, en fait, on apprend à coder en Ruby, et je me demandais quel langage tu avais choisi pour ton application, et pourquoi. Alors, pas du Ruby. Je connais pas Ruby. Non, mais en fait, concrètement, nous, alors notre stack, on est sur du Vue.js en front, avec une API en GraphQL, et c'est du Node.js en back, en fait, avec il y a une trentaine de microservices qui tournent, et tout est déployé en fait dans du Kubernetes sur Docker. Vous n'allez pas apprendre tout ça au wagon. C'est des trucs qu'il va falloir aller chercher plus tard. C'est ça. Mais en fait, pourquoi on a fait ce choix-là? Parce que en fait, les premiers recrutements de devs que j'ai fait, c'était des devs plutôt front JS. Et donc du coup, en fait, ça permettait de passer full stack assez facilement et rapidement. En fait, l'idée, c'était aller vite. Voilà. Tu me disais tout à l'heure, la première version d'ailleurs, c'était un monolithe JS du coup. Ouais, alors la première version, le premier MVP avec mon associé, donc il y a un petit peu tech aussi, il était en PHP MySQL. Okay. Et c'était plus qu'un monolithe, c'était du PHP maison, il n'y avait pas de Symfony ou quoi que ce soit, pas de framework. Et pour te donner un ordre d'idée, quand les clients voulaient créer un événement, en fait, il fallait faire les requêtes SQL directement en base parce qu'on n'avait pas codé l'interface. Donc, et c'est ça un MVP. Et c'était du jQuery, pas de Angular, Vue ou quoi que ce soit. Voilà. De toute façon, ça n'existait pas Vue à l'époque en plus, non Non, Vue n'existait pas à l'époque. Et en fait, du coup, on a codé la première version, la vraie V1 en AngularJS. Donc vous avez beaucoup bougé de stack vous avez beaucoup. 3 fois. Ouais, 3-4 fois. Ouais. Après, c'était plus bougé, mais c'est en gros, on recodait un truc ou on killait une techno parce que ça ne nous convenait pas. Et l'arbitrage se faisait comment dans tes équipes tech? C'est les équipes tech qui prenaient des décisions avec ton pas, je dirais pas veto, mais ta direction un peu quand même, ou comment ça se passe à ce niveau-là? Au tout début, j'étais tout seul, donc en fait, c'était en décision avec moi-même. Pas de séance de méditation, c'est parti. Non, après, si on comparait, sur la deuxième itération, quand justement on est passé de Angular à Vue JS, là c'était plutôt un choix en fait des devs, et en fait le choix avait été fait de manière, en fait on était Angular JS, on arrivait au bout du truc. On avait des problèmes de perf, pour parler un peu plus technique. Et en fait, Et à l'époque, il y avait React qui commençait à monter en puissance. Angular 2 n'était pas encore sorti, en fait, c'était en bêta, en 2016. Et Vue.js, je pense, c'était pareil, c'était dans les débuts. Et en fait, pourquoi on avait fait le choix de Vue.js, c'est parce que en fait, Angular 2, on ne voulait pas y passer parce que c'était de la bêta et on ne savait pas trop comment ça allait se passer, etc. Et en fait, Vue.js gardait le côté templating qu'on avait dans Angular,
JS. Et donc pour les devs, c'était un gap qui était plus facile à faire au niveau de la techno, quoi. Enfin, pour aller plus vite sur le monter en compétences. Donc il y avait personne qui maîtrisait Vue.js. Non. Ok, donc vous êtes monté en tant qu'équipe sur la stack, quoi. Ouais, on est passé en Vue.js. Et ce qui était intéressant aussi dans Vue.js à l'époque, mais en fait ce qui était une catastrophe, c'est que tu pouvais l'intégrer dans ton projet AngularJS et en fait d'avoir les deux systèmes qui tournent en même temps pour pouvoir faire migrer les choses. Et puis en fait on a recodé tout en Vue.js. Ouais, mais ça paraît toujours être une bonne idée. Voilà, c'était une bonne idée. On va faire des trucs hybrides et comme ça on va y aller doucement. C'est ça. Et en fait à un moment on tire sur un morceau de ficelle Tout le truc s'écroule. et on déroule en fait toute l'application et en fait on se dit on est mort. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ça arrive en ligne. Comment tu as rencontré ton associé? Ah, comment j'ai rencontré mon associé? Lors de l'intégration de mon école. En fait, on se connaît depuis... en fait, on a fait la même école d'ingé, qui était à mode prépa intégrée. Et en fait, on s'est rencontrés dès la première année prépa intégrée. Et en fait, on s'est suivi tout le long du cursus. Puis après, en fait, moi, j'ai fait du conseil en sortie. Et en fait, lui aussi. Et on est rentré dans la même boîte de conseil, complètement involontairement. Et en fait, Yacine, enfin, moi, c'était pas moi l'entrepreneur, enfin, en tout cas des deux. Mais lui a toujours eu un côté très, très entrepreneur. Et moi, j'ai toujours été un côté très technophile. Enfin, j'adore la technique. Et en fait, il n'arrêtait pas de me dire viens, on va faire un truc, viens, on va faire un truc, viens, on va faire un truc, viens, on va faire un truc. Oui, t'as poncé, quoi. Jusqu'à voilà. ce que tu dises oui. Et en fait, moi, je me trouvais très bien dans ma boîte de conseil. C'était cool. Puis je me suis fait chier avec mon manager. Et donc, pour le faire chier, en fait, je suis parti. Et Donc il avait plus de maturité probablement au départ sur l'entreprise. Ah, tout à fait, ouais. Ouais, lui, c'était... c'est la première qu'on créait vraiment en lançant nos boulots, etc. Ça, c'était vraiment la première. Mais lui, c'était son 4e projet, en fait, qu'il essayait de lancer. Comment vous êtes répartis justement la discussion autour de la répartition du capital initial? C'est lui qui a aussi qui est arrivé avec des propositions. Comment ça s'est passé cette discussion? Très bien. En fait, j'ai envie de dire, au début, c'était pas franchement la question qu'on se posait et entre guillemets, on se redistribuait le capital, en tout cas les parts de la société, mais un peu à la semaine, quoi. Oh ouais, là, t'as vachement bien bossé, vas-y, tu prends 10%. Non, je te refile. C'est un cool système, ça. C'est l'avantage de la SAS, entre guillemets, hein, c'était que des écritures, du truc, quoi. Donc ça fluctuait en fonction de votre input. On rééquilibrait les choses, en fait, au fur et à mesure. Après, on a là, pour le coup, c'était une vraie expérience qu'avait récupéré Yacine d'avant. Ce qui était sûr, c'était on voulait pas être à 50-50. Pour nous, c'était quelque chose qui était important. Il faut un chef. Et pour le coup, c'est mon associé qui a la majorité. Ça a toujours été clair là-dessus. Parce qu'il a aussi plus comité au début dessus. Et il y a un autre truc aussi, c'est en fait rapidement, on s'est signé un pacte d'associés entre nous. Même quand on était qu'entre nous, on a signé une feuille en se disant, en énumérant les cas de si tu te casses, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, comment ça se passe. Et en fait, ça s'est toujours hyper bien passé parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de questions là-dessus, en fait. Tout était hyper naturel, en fait. En fait, c'est pour ça, quand tu me dis comment on s'est répartis, en fait, on s'est jamais posé les questions, en fait. C'est fait naturellement, quoi. Et vous avez senti le besoin du pacte d'associés dans quel... Il y avait un contexte particulier ou c'était juste... Justement, parce que Yacine, sur les 3 précédents projets, justement, à chaque fois, il a eu ces problèmes-là. Et donc, du coup, au moins, on s'est dit, on règle le problème quand ça va bien. Ouais. Comme ça, si ça va mal, on n'a pas à se poser la question. Il faut le régler au moment où vous êtes optimiste l'un envers l'autre. C'est ça, et puis on sait où ça va marcher, et puis voilà, quoi. Parce qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, il y a toujours des hauts où genre en mode « on est roi du pétrole, on vient de signer avec Google ». Et le lendemain, c'est « ah là là, on est chez OVH, c'est une misère ». C'est du vécu. Crash, oui, c'est du vécu. Parce que et donc du coup, à ce moment-là, on se dit « on va couler, on est mort ». Donc voilà. Et puis, voilà. Je pense que ce qui change avec le temps, c'est plus on grandit et on grossit, plus ces courbes-là sont longues. C'est vrai qu'il peut faire beau et mauvais plusieurs fois par jour au début, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, en tout cas par retour d'expérience, Yacine m'a dit, faut qu'on fasse ça quand ça va bien, parce que comme ça on peut se poser tranquille pour le faire, sans pression, et au moins, si un jour ça va mal, on sait, toi et moi, à quoi on s'en tient, quoi. Ouais, vous avez un truc sur les lequel trucs vous sont appuyez. réglés, quoi.
Alors, on se découvre dans ce type d'aventure, surtout quand il y a des galères. Là, vous avez eu une super traction au début, donc même si tu le dis, je pense qu'il a fait plutôt beau plusieurs fois par jour et puis de temps en temps mauvais. Est-ce que... Il a fait vraiment mauvais. Hein. Ouais, il a fait... Ouais, Ah, j'annonce. On a eu des périodes compliquées. Mais est-ce que humainement, est-ce que ça a eu un impact humain? Est-ce que tu as découvert des aspects de la personnalité de ton associé? Est-ce que toi, tu as l'impression aussi d'avoir exposé des aspects de ta personnalité dans ces moments-là qui ont nécessité des ajustements entre vous? Oui. Bah, honnêtement, oui. Oui, alors on se connaissait déjà avec Yacine depuis un petit moment, mais on se connaissait comme connaissance. Ce qui était d'ailleurs plutôt bon augure pour créer la boîte, parce que enfin, au moins on se disait que s'il y avait un truc qui pétait, enfin, c'était pas non plus une amitié qu'on mettait en l'air. Mais en même temps, on se connaissait et on connaissait déjà nos systèmes de valeurs à chacun et on était en phase là-dessus. Parce que je pense que c'est ce qui est le plus important en fait avec son associé, c'est de partager les mêmes valeurs en fait. Et c'est pour ça que oui, on a eu des moments de friction sur des points, mais en même temps, ça a jamais duré plus de 2 ou 3 heures parce que, déjà parce que c'est Yacine, mon associé, qui est le patron. Et donc en fait, je lui disais, même si je suis pas d'accord, je te l'exprime, mais de toute façon, on ira dans ta direction. Et moi, j'ai dit, on construisait comme ça. Enfin, on était d'accord en fait sur le truc à la base, et c'était le deal. Et c'est pour ça que, voilà. Non. Humainement, on a eu très peu de fights et enfin, c'est devenu même c'est mon associé, je pense. C'est une personne, c'est déjà, enfin, c'est une relation qui est particulière. Je pense que c'est entre avoir une femme et un très bon ami. Et non, mais je rigole avec ça, mais en fait, effectivement, on partage. Enfin, puis au début, on travaillait 7 jours sur 7, entre 8h et 22h tous les jours, enfin, même voire plus tard. Donc, effectivement, on partage énormément de choses et d'échanges. Donc c'est une relation qui est quand même très particulière, difficilement à qualifier, quoi. Et mais voilà, on a eu des fights, mais pas non plus des masses. Non, les parties de tempête étaient plus au niveau de la société, quoi. C'est le côté, on se prend une grosse baffe, bon, bah, est-ce qu'on va rebondir, on pas rebondir, est-ce que c'est fini, c'est mort, ou est-ce qu'on y croit encore dessus, quoi. Est-ce que vous aviez un plan de secours à dire si l'application ne marchait pas, est-ce qu'il y avait d'autres choses de prévues C'est-à-dire là, admettons, tout a bien marché, ça a quand même bien marché, mais est-ce que, par exemple, si ça n'avait pas fonctionné, est-ce que vous aviez un plan de secours au niveau de la société ou... Ouais, la société, ou créer une autre application derrière, ou faire autre chose? Non, non, on n'avait pas de plan de secours. Okay. On créait la boîte et on y allait. Et puis, voilà. Oui, mais c'est une bonne question dans le sens où Ouais, non, mais... il y a 2 types d'entrepreneuriat. Les entrepreneurs qui mettent 100% de leur vie dans un truc, et il y a des entrepreneurs un peu plus multitâches qui vont bosser sur potentiellement un autre projet à côté, comme tu dis, avec une solution de backup, etc. Et c'est un truc qui nécessite, comment dire, des énergies différentes et des états d'esprit différents. Moi, je suis plutôt au côté, j'ai plein de petits projets, je fais des trucs à côté les uns des autres, etc. Et il y a des moments où je regarde Quentin, je regarde des gens qui sont à 100% dans une boîte et je me pose la question de savoir comment ça serait, comment ça fonctionnerait en fait, pour moi, si j'étais dans ce cas-là. Et j'ai jamais franchi le pas non plus, tu vois. Donc c'est pas évident. Peut-être. Ouais. Peut-être. Enfin, nous, notre état d'esprit a toujours été on part de rien et on veut faire un truc énorme. Et donc du coup, effectivement, on a mis beaucoup d'énergie, encore maintenant, on ne veut pas mentir là-dessus, pour vraiment faire grossir. Et effectivement, à chaque fois qu'on se disait « Ah, tiens, ça serait bien d'avoir ça, ça serait bien d'avoir ça », parce que ça arrive en fait plein de fois, en se disant « Tiens, on se ferait pas un petit side project ». Tu vois des opportunités. Et en fait, on se dit « Non, focus, il faut avancer quoi ». Et si tu devais refaire une boîte, tu serais toujours dans ce mode-là, maintenant, ou dans le mode si je vois un petit side project, une opportunité à côté, je la prends et on verra? Non, je pencherais à nouveau dans ce mode-là en fait. À nouveau dans ce mode-là, ouais. Ouais. 100% sur un sujet pendant... Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Le mec a une énergie infinie. Non, pas forcément une énergie infinie, mais en tout cas... Enfin, au début, je me dis, pour arriver là où on en est, je pense que ça a compté
Le D'être fait à de rester 100%. vraiment focus et d'être à 100% là-dessus. Parce que, en fait, c'est comme ça, justement, pour moi, tu passes à côté de trucs. Quand tu commences à regarder trop à côté, Alors, il faut écouter les clients, il faut regarder, il faut pas être non plus en mode aller contre le vent, en mode si, c'est par là qu'il faut aller. Mais en tout cas, sur le projet en lui-même. Et puis après, ça, c'est vrai que c'était un point important avec Cassine, c'est on n'a jamais eu le côté en mode genre c'est ça qu'il faut faire. Ça n'a jamais été notre cas. En mode ah ouais, dans 5 ans, il y aura ça, le côté très visionnaire. Vision, ouais. Ça n'a jamais été notre cas. On est beaucoup plus sur un. Voilà, c'est de manière très pragmatique sur ok, c'est quoi les clients, c'est quoi le potentiel business, ok, on fait ça et on avance étape par étape. Et tu m'aurais dit il y a 5 ans à quoi va ressembler Bicaz dans 5 ans, je t'aurais dit. Et là, si tu me dis à quoi ressemblera Bicaz dans 2 ans. Enfin, si, bien sûr, on a une vision, on voit où on veut aller, etc. Mais ça se trouve, on aura changé 3 fois de cap d'ici là, quoi. Comment vous avez construit votre grille tarifaire 2015-2016, avant d'aller voir, ou au moment où vous discutiez avec les premiers investisseurs, Alors, et qu'est-ce que c'est devenu après? c'est plus effectivement mon associé qui pourrait répondre à ce genre de choses, que c'est lui qui a plus géré ça, mais enfin, j'étais un peu dans la boucle, enfin, j'ai travaillé un peu dessus, mais c'était une des difficultés qu'on a dû faire assez rapidement. Au début, on faisait vraiment à la tête du client, quoi. Il n'y avait pas franchement de grille tarifaire, c'est vous pouvez payer combien, bah c'est ça. Surtout qu'en fait, sur l'événementiel, au début, sur les gros séminaires, en fin de compte, c'est pas grand. C'était un des intérêts de ce marché-là, c'est que en fait, tu pouvais vendre très cher du logiciel sur quelque chose qui aurait été complètement impensable ailleurs. Un événement de 3 jours, en moyenne, on vendait 10 000 €, quoi. Et ce qui est du coup pour 200 personnes. Et si tu fais 10 000 divisé par 200 sur une licence à 3 jours, ça n'a pas de sens. c'est une fortune. Mmh. Ouais, mais c'est pas le prix du petit-déj à l'hôtel. Mmh. Et en fait, c'est là où tu te retrouves en fait avec le mec qui gère l'événement. Enfin, tu vois, tu vas vendre une licence à 15 balles par personne pour les 3 jours. Bah ouais, mais bon, c'est le coût du petit-déj d'une journée, quoi. Donc en fait, c'est rien. Dans le coût de l'événement. Et tu vois, je repensais à Pierre Fab, par exemple, qui était un de nos clients qu'on faisait à Nantes, qui fait régulièrement des réunions à la chapelle au nord, là. Comment il s'appelle cet hôtel qui a des centres de conf, là. Enfin bref. Et du coup, il réunissait, en fait, 2 fois par an tous ses commerciaux au monde. En fait. Et donc, du coup, bah, forcément, quand tu payes le billet d'avion à tout le monde, l'hôtel, le transport, le machin, bah, 10 000 €, je te dis pas que c'est un petit budget, mais en tout cas, c'est pas énorme pour eux, pour une solution qui va courir tout le week-end. Et donc, c'est pour ça qu'au début, on était très en mode à la tête du client. Et ensuite, bah, du coup, à force de vendre, globalement, on a trouvé en fait des créneaux et des regroupés. Et ensuite, on a créé une grille tarifaire parce qu'effectivement, quand tu as un commercial, il a besoin de cet outil-là pour travailler dessus, quoi. Oui, tu avais besoin de structurer l'approche quand tu voulais scaler le commercial. Donc c'est plutôt dans ce sens-là où on a construit par l'expérience, puis bah, en testant. Puis encore maintenant, on teste beaucoup. Hein, sur notre tarif self-service en ligne, je dis pas qu'on doit changer tous les 15 jours, mais tous les mois, on change notre tarif et on affine, quoi. Et ça peut aller en augmentant? Nous, globalement, chez Bicaz, ça a plutôt allé en descendant, en fait. C'est dans quelle optique? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait vous dire Moi, il faut qu'on baisse nos prix? Bah, parce qu'après, tu as les concurrents, et puis il faut t'aligner. Enfin, il y a un ensemble d'éléments. Enfin, le pricing, c'est quand même quelque chose qui est compliqué à faire. Enfin, qui est pas si simple, en tout cas. Et voilà, après, je pense qu'en fait, au tout début, c'était une solution ultra innovante. Et en fait, de plus en plus, ça rentre dans les usages. Et en fait, moi, ce que je donne souvent, le bon exemple, c'est G Suite ou même d'ailleurs Office 365, c'est 4,50 € par utilisateur par mois, quoi. Donc à un moment, vendre la licence à 50 €, bon. Les gens commencent à avoir un comparatif d'autres softwares qu'ils utilisent et du coup, si tu t'alignes pas aussi par rapport à ça, c'est compliqué. Tout à fait, ouais. Alors, il nous reste 6 minutes.
Est-ce qu'on a une ou deux dernières questions? J'en ai une. Vas-y. Je voulais revenir sur les levées de fonds que vous avez fait au début, parce que tu as parlé que ta boîte, du coup, elle marche plutôt bien au début, et que justement, il y avait un peu la dichotomie d'avoir une boîte qui a une bonne santé, et pourtant qui va faire une levée de fonds. Du coup, c'était quoi votre ambition vis-à-vis de ça, et qu'est-ce que... Aller plus vite. Aller plus vite, du coup, et recruter Aller plus vite. Enfin, moi, honnêtement, une levée de fonds, je prends ça comme... c'est un coup de dopant pour une boîte, quoi. Tu vas aller plus vite, t'injectes et ça accélère. Enfin, c'était vraiment ça, quoi. Parce que oui, on dégage du bénéfice, mais en fait, on voulait recruter des devs, des commerciaux, développer ça, etc. Et du coup, c'était à 3 ou 4 ans. L'avantage de la levée de fonds, c'est que tu le fais en 8 mois, quoi. Donc, c'est vraiment aller plus vite, quoi. Parce que sur 3 ou 4 ans, il y aurait eu un essoufflement si vous l'aviez étalé sur 3 ou 4 ans ou une de nos sensations, c'est qu'en fait, on était sur un marché, vraiment sur du Blue Ocean, donc il n'y avait pas grand monde, et qu'en fait, il y avait plein de concurrents qui se montaient, et que c'était quand même un peu une course de vitesse, en fait, aussi, pour prendre la place sur le marché, quoi. Et que peut-être en 3 ou 4 ans, en fait, il y en aurait d'autres qui avaient fait des levées de fonds, qui auraient accéléré et qui nous auraient bouffé, en fait. Et ce qui a été le cas, puisqu'on a bouffé des gens... Dans l'autre sens. Plus de questions? On en a quelques-unes en ligne. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Ah bah tiens, parlant de concurrence et de bouffer des gens. Pourquoi un client viendrait chez vous et pas chez la concurrence mondialement connue? Alors il n'y a pas de précision sur la concurrence. Il y a un côté un peu rose, quoi. Ah, j'en ai aucune idée, mec. Il va falloir que tu donnes. Tu veux pas donner le nom? Non, je vais pas donner le nom. Je veux pas faire de la pub gratos. Non, on les aime pas trop. En plus, Merde, du coup, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ouais, je t'en parlerai après. Okay. Non, mais en plus, il y a pas mal de concurrents avec qui on a des relations très saines. Enfin, où on les croise, on discute, on échange. On a même eu déjà plusieurs fois un concurrent qui nous a proposé de le racheter. Mais je pense que celui-là, qui est mondialement connu et reconnu, est un des rares où justement ça se passe pas bien, en fait. Enfin, dès qu'on les croise, ils nous prennent de haut. Enfin, on n'a pas d'échange constructif. C'est parce qu'on est concurrent qu'en soi, ok, on est concurrent, mais qu'on peut pas être constructif et construire le marché ensemble, quoi. Et du coup, je pense que ce qui nous différencie, c'est donc de ces gars, on vient pas de la même endroit. Actuellement, on est, on va dire, assez proches, et en fait, on va pas du tout dans les mêmes directions. Nous, notre vision chez Vicas, c'est de se dire que digitaliser, il y a deux choses. C'est toute l'animation de réunion. Si tu donnes des blocs de post-it, des gommettes, ou etc. à un manager direct, opérationnel dans une entreprise, et que tu lui demandes d'animer un brainstorming, il va te regarder en mode genre comment faire, quoi. Et que du coup, ce concurrent-là a plutôt une vision de digitaliser en fait cet univers-là sur un tableau blanc ou ce genre de choses. Alors que nous, en fait, on a plutôt une vision de se dire, en fait, il faut qu'on donne des animations, enfin des outils clés. C'est pour ça que chez nous, en fait, on construit sa présentation, on upload ses slides, et en fait, on peut ajouter des animations. Donc, c'est des slides d'animation. Et c'est des animations qui sont déjà packagées, enfin, au Pignetine, mais minimalistes, pour permettre, en fait, de directement faire les choses. Et en fait, tu as un outil de choix, et puis là, on vient de sortir un site d'inspiration. Et en gros, tu te dis, voilà, là, j'ai besoin de faire de l'idéation sur du coup, en mode kick-off sur un projet avec un groupe de 10 personnes. Bah, paf, c'est ça qu'il te faut. Ok. Et ça, c'est notre approche et notre vision, et on va aller de plus en plus là-dedans. Donc vous essayez de structurer un peu plus tout l'aspect process qu'il y a derrière l'animation de réunion, quoi. En fait, l'idée, c'est de fournir un outil très simple. Ça, c'est vraiment notre différenciation clé. Et en fait, qui va aussi apporter un aspect coaching sur quand tu veux faire les choses. Ouais, en fait. C'est ça. Ok. Top. Et là, j'ai une question qui est hors contexte, donc je ne saurais pas. Cela, vous avez pris combien de temps? Je ne sais pas de quoi on parle, donc ça va être compliqué. Ça a pris combien de temps? Ouais, je sais pas. Beaucoup et pas beaucoup. C'était pour le côté pitch. Phrase inspirante. Super. Content, Cécile. D'autres questions? Une dernière question? Sinon, on s'arrête là, on va manger plus tôt, donc ça va aussi. Mais... Alright.
Amandine, on est bon? Ah, juste une question, désolé. Bim! Qu'est-ce Vas-y. que tu ne referais pas? Plein de choses. Là, si on fait la liste, on est loin. C'est cool. Je pense qu'il y a... C'est un top 3. Voilà, si j'ai un top 3, Ne serait-ce qu'une première chose. Ouais. non, mais parce qu'après, il faut les classer en importance. Celle qui vient non, spontanément à l'esprit. Alors, si. Ce que je referais plus vite. Donc, surtout ça. Empocher un graphiste, enfin, intégrateur. Un intégrateur ou un designer? Enfin, un mec qui surtout intégrateur, mais qui a une vraie compétence sur le côté design, enfin, qui est capable de faire des choses un peu jolies. Après, et en fait, l'équipe produit qu'on a montée, je la créerai beaucoup plus tôt. Enfin, pour moi, nous, là, actuellement, on a une équipe produit donc, avec un PO, un UX designer, un UI designer et un graphiste. Cette équipe-là, je la monterai beaucoup plus vite et plus tôt. Ça, c'est sûr, parce que ça nous a apporté, rien que l'UX designer nous a apporté énormément sur le côté SaaS simplifié, quoi. Enfin, ça, c'est sûr. Parce qu'avant ça, vous aviez que des devs. Voilà. Et qu'un dev... Et il n'y a personne qui voulait prendre ça en charge dans l'équipe de dev. Bah si, mais... C'est un métier. Enfin, c'est vraiment un métier. Enfin, ça, c'est clair. Et... Pour des questions d'économie, on voulait prendre personne, et en fait, ça nous fait un temps de fou. Et en fait, le jour où on a pris quelqu'un, en fait, oui, ça coûte un petit peu d'argent, mais en fait, ça nous a libéré tellement de temps qui nous a permis d'apporter en fait beaucoup plus de valeur à l'entreprise. Et en fait, on était gagnants. Ouais. Après, des choses, je peux en citer plein. Ouais. Too late. C'est ça. C'est ça. Trop fin. Merci Quentin, c'était trop Merci cool. Nicolas. J'espère que ça vous a plu. Ouais. C'était intéressant ou pas? Vous avez le droit de dire non, mais... C'est clair. Je vous en voudrais pas, je vais manger. C'est grave. Le mec est pas encore hangry là. Moi j'ai trouvé ça super. J'avais pas trop de doutes en t'invitant que ça allait être cool. Je sais pas trop comment conclure ça. Amandine, t'as pas un message à faire passer? Cantine, pas cantine? Non. S'abonner à notre chaîne YouTube. Ah oui. Si vous voulez avoir plus de contenu de ce genre-là, il faut suivre la cantine sur les réseaux sociaux. La chaîne YouTube, il y aura le replay, si vous voulez le partager. Vous pouvez aussi suivre le wagon sur les réseaux sociaux. Là, je regarde des gens qui sont en charge des communications dans les deux boîtes. Le wagon Nantes, attention, ouais. Twitter, LinkedIn, grosso modo, Instagram aussi, si vous voulez. Et on organise un événement, alors là c'est juste wagon, la semaine prochaine, c'est autour de l'agilité. Il y aura un aspect très pratique, donc là ce sera un talk avec des slides, pas un REX comme on a fait ensemble. L'intervenant qui vient s'appelle Aurélien, il a un gros angle sur l'agilité pratique, comment on fait pour intégrer l'agilité dans ses équipes de manière pragmatique aussi, quoi. Et pas juste théorique. C'est la semaine prochaine. Je vous invite à aller voir ça sur les réseaux sociaux du wagon, Nantes. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Merci Quentin. À table. Attends, ouais, grave. Tu as coupé les trucs, c'est bon? On peut faire des trucs bizarres. Toujours devant Zoom. Prendre la